Économie le Max sur i24 News. Soyez les bienvenus. Au programme aujourd'hui, too big to fail. La France pourra-t-elle profiter longtemps encore de son poids économique en Europe pour retarder sa reprise? Les voix, vous le verrez, sont nombreuses en faveur de mesures fortes. Le récent prix Nobel d'économie propose des modèles. L'Allemagne, la Suède, le Canada. Et il est français. On en parle avec Thibaut de la Baronnière. Et puis sa réputation fait d'elle de tout temps une source de savoir, de longue vie, de santé. Mais l'huile d'olive se fait rare cette année. Une récolte désastreuse dans le sud de l'Europe et au final, plus 60% peut-être de hausse des prix pour le consommateur. Enquête en seconde partie d'édition. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Le tour du monde pour commencer de l'actu économique et d'abord ce passage de témoin historique. La Chine est désormais officiellement la première puissance économique de la planète. Pékin détrône les États-Unis bien sûr. La fin d'un règne de 142 ans pour Washington qui dominait le classement depuis 1872. Alors 17 600 milliards de dollars de richesse créée en 2014, c'est le chiffre du PIB chinois en parité de pouvoir d'achat d'après le FMI. C'est 200 milliards de plus que l'ex numéro 1. Une ascension impressionnante puisqu'en 2000 encore, l'économie américaine produisait 3 fois plus que la Chine. Les deux pays pèsent ensemble un tiers de la richesse mondiale. Et qu'on se rassure tout de même côté américain, la Chine reste loin derrière en termes de PIB par habitant. Elle se classait l'an dernier au 89e rang mondial. En Europe, loin de ses records, l'Eurogroupe s'est penché hier à Bruxelles sur les mauvais élèves de la zone euro. L'Eurogroupe qui réunit, on le rappelle, les ministres des Finances de la zone, avec une attention toute particulière ce mois-ci sur les cas de la France et de l'Italie. Paris et Rome sont priés de faire davantage d'efforts pour limiter leur déficit budgétaire. Dans les deux cas, on est loin des objectifs. L'Italie inquiète particulièrement, confrontée à la récession et à une dette publique à 130% du PIB. Le pays ne réduira son déficit que de 0,1% l'an prochain, contre 0,5% exigé par la Commission. Il y a un écart de 0,4 points par rapport à l'objectif. Il faut savoir si cet écart sera comblé par de nouvelles mesures, ou tout simplement en évaluant avec la Commission l'efficacité des mesures qui ont déjà été mises sur la table. Les deux options sont possibles. La Commission poursuivra ses discussions avec l'Italie, la France et la Belgique. Voilà, à cette même occasion, la zone euro a décidé aussi de prolonger de 2 mois le programme d'aide de la Grèce qui arrivait à échéance le 31 décembre. La raison, eh bien, la troïka des créanciers, FMI, BCE et Union européenne ne se dit pas en mesure de conclure son examen des comptes grecs. Nous vous le disions hier, le Parlement à Athènes vient d'adopter un budget pour 2015 sans l'accord de la troïka qui estime qu'il manque 2 à 3 milliards d'euros de recettes à pourvoir. Et ces désaccords empêchent le versement d'une dernière tranche d'aide de 1,8 milliard d'euros apte à rassurer les marchés. Nous avons été informés par la Troïka que des progrès ont été accomplis par les autorités grecques depuis notre dernière réunion en novembre pour faire face aux problèmes qui demeurent. Mais ces progrès ne sont pas suffisants pour conclure le programme d'aide dès à présent, ni même avant la fin de l'année. Oui, dans la foulée de cette annonce, la bourse d'Athènes a perdu jusqu'à 8,4% dans la matinée. Les taux obligataires à 10 ans se sont aussi envolés de 8%. Et pendant ce temps, au Mexique, à Veracruz, a lieu cette semaine le 24e sommet ibéro-américain en présence, et c'est une première, du roi d'Espagne, Philippe VI. L'occasion pour le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy de vanter le rebond économique de son pays. Après une longue période de récession, Madrid affiche une croissance de 0,5% au troisième trimestre, dopée par la consommation intérieure. Une croissance attendue autour de 2% l'an prochain. L'heure est bien à l'optimisme et à la coopération avec l'Amérique latine. L'Amérique latine a toujours été une priorité dans notre agenda économique. Il y a 2 ans, l'Espagne était au bord d'un sauvetage financier, sur le point de quitter l'euro et à peine capable de se financer sur les marchés, jusqu'à ce que les Espagnols ne récupèrent le niveau de bien-être que la crise leur avait arraché. En matière de politique économique, l'Espagne ne peut se permettre un pas en arrière. Et puis cette fois, les choses n'auront pas traîné pour Altice. Quelques jours à peine après avoir bouclé l'acquisition de SFR et de Virgin Mobile, le groupe de Patrick Drahi s'est emparé hier de Portugal Telecom, opérateur historique dans son pays et qui y détient entre 40 et 50% des parts de marché dans la téléphonie mobile, le haut débit et la télévision. 7,4 milliards d'euros pour cette transaction après un peu plus d'une semaine de négociations exclusives avec Oi, le brésilien. 3e acquisition en tout cas d'envergure dans le secteur cette année pour la maison mère de Numéricable.
Et on s'intéresse à présent aux prémices de la campagne électorale en vue des législatives en Israël. Quel poids pour les questions économiques, souvent au second plan bien sûr des priorités nationales. Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a émis l'idée d'une TVA à zéro, non pas sur l'immobilier, mais sur les produits alimentaires de base, le pain, le lait, les œufs. Alors en ligne avec nous, l'économiste Michael Gabay, bonjour. Michael Gabay avec nous, bonjour. Alors d'abord, est-ce qu'au vu de la structure de l'économie israélienne, c'est une bonne idée cette TVA à zéro, ou bien les effets d'une telle mesure seraient de toute façon limités? Encore une fois, l'intérêt de cette TVA pour les produits de base, c'est enlever un peu le principal reproche qu'on a à la TVA, qui c'est un impôt injuste, c'est-à-dire qu'il est plus cher pour les pauvres et moins cher pour les riches en proportion, et ramener sur les aliments de base, qui sont l'essentiel des dépenses en termes d'économie de la maison dans les produits de base. Donc ça peut avantager les pauvres et rééquilibrer un petit peu le déséquilibre que crée la TVA. Et dans tous les cas, vous pensez que dans le contexte actuel en Israël, l'économie jouera tout de même un rôle majeur dans cette campagne pour les législatives et aussi sur l'issue du scrutin? Aujourd'hui, en tout cas, le narratif de cette campagne qui s'annonce est essentiellement basé sur la justice sociale. Tout le monde y va de ses lois, de ses slogans, etc. On voit les forces en présence, celles qui sont émergentes, les groupes qui se forment, etc. Tout ça nous fait penser que la campagne sera essentiellement basée sur la justice sociale, sur l'équité de répartition, etc. Évidemment, on est en Israël, on n'est jamais à l'abri d'un événement géopolitique qui fera changer le narratif de la campagne, mais pour l'instant, cette campagne s'annonce plus sociale que jamais. Merci beaucoup, Michael Gabay, pour ces précisions. La France doit se réformer, elle doit s'inspirer de la Suède et de l'Allemagne et elle doit faire en sorte que les gens retournent au travail. Alors ce n'est ni le FMI ni Angela Merkel qui parle, mais bien un Français, Jean Tirole, récent lauréat de l'équivalent du Nobel d'économie. Et de passage à Stockholm, il donne des recommandations sans langue de bois à son pays. Pour lui, c'est le principe même de l'État-providence qui est aujourd'hui menacé. Johanna Citruc. Officiellement, il recevra sa récompense mercredi. Mais déjà présent à Stockholm depuis quelques jours, le Français Jean Tirole multiplie les conférences. Des discours dans lesquels le lauréat 2014 du prix Nobel d'économie rappelle son attachement à l'Hexagone, tout en mettant en évidence ses dysfonctionnements. Il déplore un manque de culture économique et encourage le gouvernement à suivre les modèles allemands ou suédois. Autrement dit, multiplier les réformes du marché de l'emploi au fonctionnement de l'État. Ce que je pense, c'est que je n'aurais pas vécu en France si je ne croyais pas en la France. C'est juste que nous devons passer par des réformes pour faire en sorte que les gens retrouvent du travail, car le taux de chômage en France est très élevé. Et puis nous devons aussi réformer l'État, ce qui a déjà été fait au Canada, en Australie ou encore en Suède. Si l'économie n'est pas viable, la dette augmente instantanément. Et puis à un moment, vous devez vraiment en finir avec l'État-providence, ce qui, à mon avis, serait désastreux. En effet, l'État-providence mutualise les risques sociaux, les aléas liés au chômage, à la santé, à la maladie ou encore à la vieillesse. Un système indispensable qui, selon Jean Tirole, permet de compenser les dégâts des réformes budgétaires et monétaires à répétition. Ces réformes même dont le pays va encore avoir besoin pour redresser son économie. Après une croissance de 0,3% au troisième trimestre, la Banque de France table sur une hausse du PIB de seulement 0,1% pour les 3 derniers mois de l'année. Un ralentissement qui devrait tout de même être limité si toutefois le projet de loi du ministre de l'économie est accepté. Et Emmanuel Macron peut compter sur le soutien de ses compatriotes, car selon un récent sondage, s'ils étaient députés, 58% des Français voteraient pour ce projet de loi. Ouais, tous les moyens semblent bons pour redynamiser cette économie française. Alors ces projets sont-ils vraiment de nature à impulser la reprise? Pour en parler avec nous, Thibaut de la Baronnière, bienvenue à vous, analyste économique. Alors d'abord, votre regard sur cette intervention du Nobel de l'économie Jean Tirole. L'Allemagne, la Suède, c'est vraiment là que sont les bons modèles pour la France? En tout cas, ces deux pays ont montré dans le passé leur capacité à se réformer, ce qui est le principal mal de la France. L'Allemagne avec Gerhard Schröder notamment et la Suède dans les années 90 ont tous les deux réformé leur modèle
sociale et la voie de la social-démocratie un petit peu. Exactement, Ouais. et rétablit leurs comptes publics et ont des économies qui sont désormais prospères, avec deux modèles qui quand même sont assez différents sur le plan social notamment. Et vous êtes pessimiste justement vous aussi sur l'avenir du modèle social français? Il suffit de regarder les faits. On a un système économique en France qui est exsangue, avec un déficit qui est parmi les plus importants en pourcentage du PIB d'Europe, et un modèle social qui continue à taper sur les classes moyennes et à essayer d'assister toutes les classes populaires. Et c'est évidemment impossible dans la durée sans rétablir les comptes publics. Donc oui, il y a un vrai risque. Et alors justement, l'action du gouvernement, on pense au reste du pacte de responsabilité, on pense aussi à l'ouverture, on a vu des magasins de dimanche. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour vraiment impulser une vraie dynamique? Non, déjà parce que entre ce qui avait été annoncé et ce qui va vraiment se passer, beaucoup de lobbies ont mis des bâtons dans les roues au gouvernement. Et puis, il y a un manque fondamental de réformes structurelles sur le plan du marché du travail, du soutien aux chômeurs et à tout le système d'assistance sociale et d'aide au logement qui est un fouillis incommensurable et qui coûte très cher. Alors le mal est profond, hein, vous l'avez dit. Est-ce que vous l'attribuez surtout à la crise des années 2007-2008 ou bien justement à ce manque de réformes, ce manque de vigueur au niveau de l'action? Ça fait plusieurs décennies que la France n'est pas dans une situation qui est enviable. 2007-2008 n'ont fait qu'aggraver la situation, mais le gros problème de la France, c'est surtout cette incapacité à se réformer de manière structurelle et l'instabilité fiscale terrible qui opère en France, avec notamment ce système de rétroactivité permanent qui fait qu'en octobre 2012, on vote une réforme sur l'ISF avec le gouvernement Hollande qui s'applique au 1er janvier 2012 et qui fait que beaucoup de gens se sont retrouvés à payer des sommes beaucoup plus importantes que prévu. Alors pour revenir sur l'état de santé de cette économie française, est-ce que c'est vraiment du côté des indicateurs il faut s'inquiéter, le déficit, la dette, ou bien c'est au niveau de la dynamique économique? Les deux en fait, puisque c'est extrêmement lié et on est face à une bombe à retardement énorme. La France est un pays qui est extrêmement important dans la zone euro et ça n'est pas comme si la Grèce était en situation difficile. La France pourrait mettre en danger toute la zone euro si la situation ne s'améliorait pas. Et pour parler de l'emploi, quel rythme de croissance il faudrait aujourd'hui pour relancer, pour inverser cette courbe du chômage? En général, pour un pays comme la France, il faut être au moins 1,5% pour commencer à ne pas détruire d'emplois et encore plus pour réduire le chômage. Et au niveau du commerce extérieur, on a eu les chiffres d'ailleurs aujourd'hui de la balance commerciale toujours déficitaire, moins 4,6 milliards en octobre. Est-ce que ça peut repartir quand même avec l'armement peut-être et puis aussi avec la baisse de l'euro à venir peut-être? La situation, on peut espérer qu'elle s'améliore parce qu'on en avait parlé, la France a une compétitivité prix très forte, mais quand on voit qu'un pays comme l'Allemagne a 200 milliards d'excédents commercial et que nous avons 50 à 60 milliards par an, on se dit que le modèle allemand a en effet quelques avantages. Plus 20 milliards d'excédents pour l'Allemagne encore ce mois-ci. C'est le bon moment, vous pensez, pour une baisse de l'euro dans ce contexte justement de baisse aussi des cours du pétrole qui allège un petit peu la facture énergétique? Ça ne peut qu'aider une économie comme la nôtre à exporter plus, que ce soit des Airbus ou notamment dans l'armement. Mais il ne faut pas se leurrer. Si on ne rend pas l'économie française plus compétitive et plus souple dans son fonctionnement, le ça cours passe aussi peut-être par un QE à l'européenne, un petit peu la BCE, une souplesse monétaire? Oui, mais le programme de la BCE actuel qu'elle est en train de mettre en place repose beaucoup sur un effet de levier du privé, c'est-à-dire par exemple pour 1 milliard de la BCE, il faudrait que le privé mette aussi plusieurs milliards et cet effet est très très incertain. Merci beaucoup Thibaut de la Baronnière pour toutes ces explications. Allez, dernier dossier du jour, devrons-nous bientôt réduire notre consommation d'huile d'olive? Elle constitue l'un des fondements de la gastronomie méditerranéenne, des vertus uniques, on le sait, des bienfaits connus pour la santé, mais depuis l'an dernier, les prix de gros des olives ont déjà grimpé de 37%. La production vit des heures noires en raison notamment d'un insecte malfaisant, une menace pour la survie des exploitations du sud de l'Europe. Reportage. Début décembre et le pressoir de Cesare Buonamici a déjà fermé ses portes. D'ordinaire, la récolte bat encore son plein chez ce producteur d'huile d'olive bio de Fiesole, non loin de Florence. Mais cette année, déjà surnommée l'année noire de l'huile d'olive, la production a été divisée par 2 dans cette exploitation. Le problème s'est produit cet été lorsque les températures fraîches, dues aux fréquentes pluies quasi quotidiennes, ont permis à la mouche Batrocera oleae de se propager. Un giorno sì, un giorno no, hanno fatto insorgere la mosca, la Bactrocera oleae. La mouche de l'olive, sa pire ennemie. Car une fois piqué par l'insecte, le fruit tombe et n'est plus récoltable. Une situation qui a touché le sud de la France et toute l'Italie. La production a en moyenne chuté de 35% du nord au sud de la botte, avec des pics beaucoup plus élevés dans certaines zones, 100% par exemple chez Federico Leginski,
un producteur situé à une 50aine de kilomètres de Rome. Il a tout simplement préféré faire une croix sur sa récolte cette année. Pour récolter cette année, on aurait été obligé de combattre avec des doses d'insecticides bien supérieures aux normes tolérées. Conséquence, les olives saines se sont arrachées à prix d'or, avec des répercussions importantes sur le prix de vente aux consommateurs. Les prix ont connu une envolée spectaculaire sur le marché de la distribution. La hausse est de plus de 60% du prix. Une nouvelle manne également pour les malfaiteurs. Des centaines de kilos d'olives ont été dérobés ces dernières semaines, notamment dans les Pouilles, au sud-est de l'Italie. Ouais, ça va loin déjà, un marché noir de l'olive. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Dossier spécial sur l'énergie renouvelable en Israël, quelques jours après. Donc c'est le désastre écologique dans la région d'Eilat. Restez avec nous, l'info continue.